Depuis sa création en 1998, le groupe CIOP s'active dans l'orientation et le placement d'élèves et étudiants sénégalais et africains dans les plus grands instituts de formation et universités du monde. Véritable leader pionnier dans son domaine d'activité, le Centre d'information, d'orientation et de placement vous accompagne et vous offre son expertise dans toutes les procédures, vous permettant de réaliser vos projets d'études à l'étranger, notamment en France, Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre, en Chine. Pour tout renseignement, appelez au 33 821 66 66 ou rendez-vous au CIOP 45 rue de Thiong, angle Lamine Gueye, près du rond-point Sandaga. Ensemble, construisons votre avenir. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la télévision Mourchid, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Révision. Nous sommes ici au lycée Maurice Delafosse pour aborder avec vous une leçon de géographie. Effectivement, avec toujours notre ami et collègue M. Diallo. Nous avons aujourd'hui, en tout cas, pris le plaisir de vous présenter en tout cas le modèle économique de l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne est considérée aujourd'hui comme étant la 4e puissance mondiale? Nous allons avec M. Diallo voir les caractéristiques et vous l'avez compris, c'est dans la deuxième partie du programme de géographie qui se trouve, donc le chapitre 1, qui se trouve être les études monographiques. Comme vous le constatez, toujours nous sommes en compagnie de notre partenaire CIOP, justement, qui est un centre qui est là pour les étudiants et pour les élèves qui désirent, en tout cas, suivre leurs études à l'étranger. Nous sommes toujours en partenariat avec eux et vous pouvez quand même retenir le numéro qui est affiché sur l'écran et qui va vous permettre un peu d'avoir davantage d'informations sur, en tout cas, ce centre qui est là pour les élèves et les étudiants qui désirent continuer les études à l'étranger. Monsieur Diallo, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission Révision. Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Diak, et permettez-moi de saluer les spectateurs de Mourchid TV et de vous dire également c'est un réel plaisir pour nous aujourd'hui de s'associer avec nos élèves et de faire une étude monographique, surtout dans le cadre du programme intitulé l'Allemagne. Donc ce sera l'étude économique de l'Allemagne. Voilà, c'est un plaisir. J'ai constaté également, M. Diallo, si vous le permettez, que l'économie, d'une manière générale, occupe une place centrale dans le programme, en tout cas, de terminale, dans le camp d'histoire et de géographie, en classe de terminale. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Bon, vous savez que le choix du programme est un choix qui relève directement de l'autorité ministérielle, donc du ministère. Alors, dans le programme maintenant d'histoire et de géographie, nous avons la partie géographie, surtout en terminale,
qui est consacré à ce qu'on appelle les études monographiques, donc qui est un peu spécifique à la géographie économique, qui de façon générale a des cas spécifiques de l'Amérique du Nord, avec l'ALENA, puis les États-Unis, le cas également spécifique de l'Europe, avec l'Union européenne, et un cas spécifique tel que celui que nous allons voir aujourd'hui, le modèle économique allemand, puis de l'Asie-Pacifique, du Japon, de la Chine et enfin de l'Afrique et du Sénégal. Maintenant, c'est un choix. Voilà, nous avons remarqué également que les puissances économiques, la première puissance, la deuxième, la troisième, elles ont quelque part des particularités, c'est-à-dire que chacun est spécifique dans sa façon un peu de constituer un peu cette puissance. En tout cas, leur économie ont des bases un peu diversifiées. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la spécificité, effectivement, de ces modèles économiques? Ce sont des spécificités qui, aujourd'hui, doivent véritablement être un tremplin ou bien des exemples à partir desquels on peut étudier également, tirer enseignement. Tirer enseignement parce qu'aujourd'hui, nous avons des économies ternes. Économies ternes qui méritent aujourd'hui réflexion, mais aussi action. Et de ces actions, maintenant, via ces réflexions suscitées de part et d'autre, à l'école, à l'université, dans les écoles de formation, ça peut amener demain ces jeunes qui seront formés de pouvoir se baser sur ces cas pour essayer de voir dans quelle mesure aujourd'hui s'orienter pour les perspectives de développement du continent, mais aussi pour des cas spécifiques tels que nos économies. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, on parle du PSE, partout en Afrique, on parle de ces genres de programmes qui aillent dans le sens véritablement de l'émergence vers le développement. Maintenant, comme on a l'habitude de le dire, chacun a ce qu'on appelle des maîtres à penser. Et dans ce domaine également, on a des modèles. On a des modèles, certes, ce sont des modèles qui nous viennent de l'extérieur. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de modèles. Seulement, nous, on a laissé nos modèles pour dire que, comme vous le constatez, pour nous les Africains, pour qu'une vérité soit admise, il faut qu'elle sonne blanche, malheureusement. Malheureusement, il faut aller dans le sens de la déconstruction de cette mentalité parce que, effectivement, nous avons des modèles économiques. Vous m'excusez? Par exemple, le modèle Mouride, c'est un modèle économique qui mérite réflexion et voir dans quel cas on peut s'approprier de ce modèle pour véritablement s'engager dans cette logique. Nous avons d'autres modèles économiques. Par exemple, quand vous étudiez dans le modèle de la Tijania, mais c'est du Mali Séré à nous, ce n'est pas seulement le spirituel, il y a également la dimension économique du travail. Parfait. Nous avons d'autres modèles de leadership. Le leadership incarné par Cheikh Omar Al-Fouti, c'est un modèle de leadership. C'est-à-dire que nous laissons ce que nous avons pour aller s'orienter ailleurs. Malheureusement, on est obligé également de se plier parce que c'est un programme. Peut-être maintenant, après, les décideurs vont revenir sur ça, peut-être les générations qui vont venir, pour essayer véritablement d'avoir un modèle endogène, mais également s'ouvrir. Voilà, M. Diallo. Mesdames et messieurs, donc aujourd'hui, il est question de parler un peu du modèle économique de l'Allemagne, comme vous l'avez constaté, et nous allons insister davantage avec M. Diallo sur les caractéristiques. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'Allemagne est la quatrième puissance mondiale? M. Diallo, nous allons vous laisser donc le soin de revenir en détail sur ces questions-là. Merci beaucoup, M. Diak. Aujourd'hui, nous allons aborder une question de la géographie économique très importante liée à ce qu'on appelle les études monographiques. Alors, nous allons déjà, n'est-ce pas, amorcer la leçon qui va s'intituler les études économiques ou bien l'étude économique de l'Allemagne. Donc, l'étude économique de l'Allemagne. Alors, pour bien aborder la question de cette étude économique de l'Allemagne, il est important, après avoir introduit, de voir les fondements du modèle économique allemand. Donc, ça, c'est un élément que nous allons voir tout à l'heure. Les fondements du modèle économique allemand.
Ensuite, dans ce modèle économique que nous allons voir, on va disséquer cette partie en 2 ou 3 éléments que nous allons voir tout de suite. Mais il est important d'abord de comprendre la localisation, la situation de l'Allemagne. Parce que quand on regarde l'Allemagne, l'Allemagne est localisée au cœur de l'Europe. Toute chose est pourvue de cœur. Le cœur de l'Europe, c'est l'Allemagne. Donc l'Allemagne est localisée au cœur de l'Europe. Et pour autant, l'Allemagne aujourd'hui, c'est un pays qui compte près de 82,7 millions d'habitants. 82,7 millions d'habitants. Une population assez nombreuse, mais dans le cadre de la mondialisation, cette population n'est pas négligeable parce que ça constitue un immense marché de consommateurs. Et dans cette même logique, l'Allemagne aujourd'hui apparaît comme étant la première puissance économique de l'Europe. Première puissance économique de l'Europe et la 4e mondiale. Et 4e puissance économique mondiale. Alors, si l'Allemagne apparaît comme étant la première puissance économique mondiale et la 4e mondiale, 4e au niveau mondial, première puissance économique de l'Europe, 4e mondiale, il est important aujourd'hui de se poser la question suivante. Quels sont les fondements de ce modèle économique allemand? Pourquoi? Parce que malgré les vicissitudes de l'histoire, n'oubliez pas que l'Allemagne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a été défaite. Puis l'Allemagne était condamnée à payer les réparations de guerre. L'Allemagne était dénazifiée, décartélisée. Donc son économie presque était à terre. Déstructurée, désorganisée et déboussolée. Mais pour autant, en un laps de temps, l'Allemagne arrive à se hisser au toit de l'Europe et à devenir la première puissance économique européenne, la 4e puissance économique mondiale. Ça veut dire que des pas de géant ont été franchis. Alors, il est très important de se poser la question de savoir quels sont les soubassements, quels sont les socles, quels sont les leviers, quelles sont les mamelles à partir desquelles cette puissance s'est fondée. C'est dans cette logique que nous allons voir les fondements du modèle économique allemand. Alors, selon vous, quels sont les éléments qui aujourd'hui apparaissent comme étant déterminants dans le modèle économique allemand? Y a-t-il des éléments que vous connaissez qui aujourd'hui constituent des éléments ou bien des fondements de la puissance économique allemande? Oui? Oui, Minko, Marie Minko. Bon, pour exemple, des éléments qui caractérisent l'économie allemande, je pourrais citer par exemple, premièrement, le dévouement. Le dévouement. Le dévouement, oui. Le dévouement du peuple allemand. Oui, le dévouement. Donc ça veut dire des conditions humaines. Les conditions favorables. Humaines, oui. Oui. Et aussi sur le plan industriel. Oui. Oui, l'Allemagne, elle a contribué aussi beaucoup sur le plan industriel avec les machines, beaucoup de choses, quoi, franchement. D'accord. Ça veut dire les conditions naturelles favorables à une industrialisation, mais aussi à une production. Oui. Donc, comme premier élément ici, on peut dire des conditions naturelles et humaines. Les conditions naturelles et humaines favorables. Oui. Un autre élément qui constitue des fondements du modèle économique allemand, en dehors des conditions naturelles et humaines favorables. Conditions naturelles, ça veut dire que la nature a été généreuse au point qu'aujourd'hui, le sous-sol allemand regorge de
ressources naturelles capables de booster son économie. Donc, après une industrialisation, on a ce qu'on appelle des ressources naturelles qui peuvent être utilisées par les industries pour être transformées. Aussi, il y a des conditions humaines favorables. Nous allons les exploiter tout de suite. Il y a aussi la position géographique de l'Allemagne. Regardez, ici au niveau de la carte. J'avais dit en introduisant que l'Allemagne est localisée au cœur de l'Europe. Si l'Allemagne est localisée au cœur de l'Europe, ça veut dire que l'Allemagne aussi bénéficie d'une position géostratégique extrêmement importante qui permet d'avoir des fluctuations commerciales avec l'Europe, les pays européens, mais aussi avec le reste du monde. Donc, on peut dire ici une position géographique carrefour que nous allons expliquer tout de suite. Comme deuxième condition qui aujourd'hui, n'est-ce pas, permet à la puissance allemande, n'est-ce pas, de s'insérer dans le concert des nations. Oui, un autre élément que vous pouvez citer qui peut aujourd'hui être classé parmi les éléments qui constituent les fondements de ce modèle économique allemand. L'originalité du capitalisme allemand. L'originalité du capitalisme allemand. Trois éléments aujourd'hui qui paraissent fondamentaux dans ce qu'on appelle ce modèle économique allemand. Venons-en à ces éléments et les expliquer pour que vous compreniez les éléments à partir desquels le modèle économique allemand s'est fondé. Premier élément, ce sont les conditions naturelles et humaines favorables. Le relief de l'Allemagne, c'est un relief riche en montagnes. Et ce sont des montagnes qui sont extrêmement riches en minerais du sol et du sous-sol enfouis dans le sol. Parmi lesquels nous avons le cuivre, le fer, le plomb, l'uranium. Autant d'éléments miniers qui permettent aujourd'hui à la puissance allemande de développer ce qu'on appelle une industrie lourde. Cette industrie lourde aille dans le sens de la production. Et cette production permettra véritablement de jouer un rôle dans l'essor fulgurant de ce modèle économique ou bien de l'économie allemande. Sans oublier toujours dans les conditions favorables que l'Allemagne, avec ce qu'on appelle l'axe fluvial Rhin-Danube, parce que n'oubliez pas, l'Allemagne c'est trois fleuves, c'est le Rhin, Danube et l'Elbe. Trois fleuves qui jouent un rôle extrêmement important dans ce modèle économique allemand. Parce que de ces fleuves, on a de l'eau qui permet ce qu'on appelle une agriculture irriguée. On a la navigabilité de ces fleuves. Alors que l'axe fluvial Rhin-Danube joue également un rôle extrêmement important dans ce qu'on appelle la commercialisation. Alors, dans cette logique, nous avons ce qu'on appelle des cours d'eau également extrêmement importants, dont la longueur de ces cours d'eau sont estimés à plus de 23 000 km. Donc, de navigabilité. Vous voyez que les conditions naturelles permettent aussi, de par sa position carrefour, l'installation de l'homme. Alors, la position carrefour de l'Allemagne fait qu'aujourd'hui, excusez-moi, avant la position d'arriver au niveau de la position carrefour, toujours dans les éléments naturels, c'est-à-dire que la nature a été généreuse pour ce qu'on appelle, ce pays qu'on appelle l'Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne aujourd'hui, de par son relief avec les montagnes, avec la présence de ces fleuves, n'est-ce pas, de ces cours d'eau, va permettre véritablement d'asseoir une agriculture dynamique. Toujours est-il que, du point de vue des conditions humaines, nous avons aujourd'hui une population estimée à près de 82,7 millions d'habitants
Ça, ce sont les statistiques de 2016. Et que dans cette logique de production de richesse, nous avons 3634,8 milliards de dollars, n'est-ce pas, du point de vue de son pays, de son PIB. Ça, ce sont les statistiques de 2017. Parce que les statistiques de 2016 disent que l'Allemagne a un PIB de 3436,8, alors que ceux de 2017 disent que l'Allemagne a un PIB aujourd'hui de 3634,8 milliards de dollars. Regardez, 3634 milliards de dollars comme PIB, cela montre que véritablement c'est un pays assez riche. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne apparaît comme étant la première puissance économique de l'Europe, mais également la 4e mondiale. D'où les éléments que nous sommes en train d'étudier pour comprendre sur quoi s'est basé ce pays qui était sorti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme défait, décartélisé, dénazifié, condamné à payer des réparations de guerre, qui en un laps de temps s'est arrivé à s'hisser au toit de l'Europe. Ce qui fait que le développement, il n'y a pas de fatalité du point de vue de la pauvreté. Tout dépend de ce qu'on appelle la conception, mais aussi tout dépend de ce qu'on appelle les ressources naturelles et humaines que nous aurons pour asseoir ce qu'on appelle les bases du développement. Il n'y a pas de fatalité dans la pauvreté. Malheureusement, nous les Africains, on pense que tout est lié à la fatalité si nous sommes pauvres. Ah oui, c'est Dieu. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons pauvres. Nous avons voulu rester pauvres et on demeure dans la pauvreté. Donc, vous voyez, l'Allemagne est un modèle aujourd'hui. Dans cette logique, il y a des conditions humaines aussi qui sont favorables à ce qu'on appelle l'éclosion d'une économie assez, n'est-ce pas, importante qui aujourd'hui est un modèle. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, nous avons les 82,7 millions d'habitants. Ça veut dire que c'est un immense marché de consommateurs qu'on ne peut pas aujourd'hui ignorer dans le cadre de la mondialisation. Alors, comment se caractérise le peuple allemand? Qu'est-ce qui caractérise le peuple allemand? Qu'est-ce qui fait la spécificité du peuple allemand par rapport aux autres? Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui fait la spécificité de ce peuple allemand? La spécificité de ce peuple allemand est basée sur une population qui est soudée et une population qui dynamique et qui aime innover et qui aime aussi promouvoir. Oui. La promotion, l'innovation, dynamisme. Oui, il y a ça. Oui, Marie? Bon, d'abord, nous avons sur le cadre physiologique. Oui. Ils sont de personnes de grande taille élancées. Voilà quoi. Bon, ils sont robustes et sont très travailleurs, pour moi, c'est ce que je pense. Surtout le mot travailleur. C'est une population dynamique, travailleur et innovant. Oui, regardez, pour le développement, se développer, je dis, il n'y a pas de fatalité dans le sous-développement. Il faut véritablement croire au développement, soyez dynamique et innovant. Le peuple allemand est un peuple qui croit aux vertus du travail. Mais aussi qui est un peuple très innovateur. Pourquoi? Parce que 1,8% du PIB, 1,8% du PIB allemand, les autorités les investissent dans la notion de recherche-développement. Très important aujourd'hui. Malheureusement, nous, on a tendance, quand je dis nous, maintenant je parle des Africains, les Sénégalais en particulier, même si rarement on entend même cette expression, n'est-ce pas, que les gens en parlent dans les grandes rencontres. La notion de recherche-développement, 1,8% du PIB allemand est réinvesti dans la notion de recherche-développement. La notion de recherche-développement, c'est une notion qui permet aujourd'hui d'avoir des chercheurs qui cherchent et qui trouvent, contrairement chez nous, des chercheurs qui cherchent, on en a, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche encore. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Allemands, ils aillent dans le sens de l'innovation, de la formation et du renouvellement. Parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, l'économie mondiale, c'est une économie qui n'a plus pour cadre ce qu'on appelle le territoire des États. C'est une économie globalisée, un monde en compétition.
Si maintenant nous sommes dans un monde en compétition, il faut ce qu'on appelle les meilleurs. Maintenant, les meilleurs, ce sont ceux-là qui recherchent, qui trouvent, qui innovent, et par conséquent, vous voyez aujourd'hui la production, des points de vue industriels, des points de vue technologiques, des points de vue même aujourd'hui du matériel. Presque chaque semaine, il y a une nouvelle gamme, qui sort, une nouvelle série, téléphonie, ordinateur, etc. Donc ça, c'est l'innovation dans la notion de recherche et développement. L'État investit dans la formation des ressources humaines, l'État investit dans ce qu'on appelle l'innovation, et par conséquent, il y a ce qu'on appelle un consensus fort entre les travailleurs et l'État. Partenariat fort entre l'État et les entreprises, entre les travailleurs et l'État. Il y a rarement de grèves en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont en face d'eux des autorités qui comprennent les enjeux du moment, qui savent et qui s'ouvrent au dialogue, à la communication et qui trouvent les questions sociales et qui les règlent. Malheureusement, nous avons, excusez-moi de l'expression, des autorités tête de roc. Ils ne comprennent rien, il faut toujours durcir le ton pour s'ouvrir au dialogue. C'est dommage. Grèves sont rares parce qu'il y a un consensus fort. Les gens sont formés, ils comprennent les enjeux de l'économie. Et l'État investit dans l'éducation et la formation. Malheureusement, ASC, recopié. Chez nous, c'est autre chose. Donc, il y a la formation des ressources humaines qui aille dans le sens de l'innovation, qui aille dans le sens de la recherche, qui trouve, qui innove, qui perfectionne. Et dans cette logique, l'Allemagne reçoit, il y a 10 millions d'immigrés en Allemagne. Et ces immigrés sont en majorité turcs et ex-yougoslaves. N'oubliez pas aussi aujourd'hui qu'avec ce qu'on appelle le conflit syrien, il y a aussi ce qu'on appelle des immigrés, n'est-ce pas, syriens là-bas. Donc il y a près de 10 millions, n'est-ce pas, d'immigrants. Mais pas n'importe lesquels aussi. Parce que l'immigration, pour reprendre un peu l'expression de Sarkozy, l'immigration choisie, ça aussi ça se comprend. Ça veut dire qu'en fonction des besoins du moment, on choisit ce qu'on appelle les meilleurs dont on a besoin pour asseoir les dynamiques du développement. Donc, du point de vue des conditions humaines, l'État allemand investit dans la formation de ressources humaines de qualité capables véritablement de s'approprier, n'est-ce pas, des concepts de développement et par conséquent de conduire cette vision. Parce que cette masse critique, elle est formée, elle comprend, elle innove et par conséquent le développement est au rendez-vous. Conditions humaines favorables. Le deuxième élément qui explique aujourd'hui la puissance de l'économie allemande, qui aujourd'hui est classée la première européenne, malgré les vicissitudes de l'histoire, et la 4e mondiale, c'est que la position géographique carrefour. Toute chose est pourvue de cœur. Le cœur de l'Europe, c'est l'Allemagne. Parce que quand nous regardons la carte de l'Europe, on voit l'Allemagne, sa position là où l'Allemagne est logée, sa localisation, on a l'impression que c'est le cœur de l'Europe. Alors, de cette position géographique, l'Allemagne s'ouvre sur 2 mers. C'est la mer du Nord et la mer Baltique. Deux mers qui sont ici. La mer du Nord est ici, la mer Baltique est là. Et cette position permet à l'Allemagne de voir ce qu'on appelle des ports tout le long des côtes. Et l'existence de ces ports permet véritablement le développement de l'activité commerciale. Ce qui fait que les fluctuations commerciales permettent véritablement de donner un souffle dans l'économie allemande. Ça, c'est un élément du point de sa position géographique. Toujours de sa position géographique carrefour, nous voyons que l'Allemagne est en frontière avec 9 pays européens. 9 pays européens. Donc l'Allemagne a 9 pays frontaliers avec l'Europe. Mais ça, c'est extrêmement important. 9 pays frontaliers, parmi lesquels, entre autres, nous avons Pologne, République tchèque, Autriche, France, Pays-Bas, Danemark, etc. 9 pays avec lesquels l'Allemagne, n'est-ce pas, a des frontières. Alors, l'importance de ces frontières, de ces pays frontaliers avec l'Allemagne,
permet surtout ce qu'on appelle des relations diplomatiques, bon voisinage, mais aussi permet aussi ce qu'on appelle des relations commerciales, les échanges. Parce que n'oubliez pas, l'Allemagne est aujourd'hui considérée comme la troisième puissance commerciale du monde. Si l'Allemagne est la troisième puissance commerciale du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne a des partenaires commerciaux extrêmement importants. Et que ses premiers partenaires commerciaux, ce sont les pays européens. Parce que l'Allemagne commercialise près de 75% de son commerce avec les pays européens, les pays de l'Union européenne. Donc, premier partenaire, c'est l'Union européenne. Les autres partenaires privilégiés de l'Allemagne en dehors de l'Europe, ce sont les États-Unis, mais aussi la Chine et le Japon. Donc, vous voyez, le développement endogène puisse s'ouvrir. D'abord, il faut développer le commerce intra-européen. Donc, l'Allemagne a développé ce commerce intra-européen, puis c'est ouvert au reste du monde. 40% de son commerce, 75% de son commerce, avec ce qu'on appelle les pays de l'Union européenne, sans oublier que l'Allemagne a des partenaires avec des partenariats commerciaux avec les États-Unis, la Chine et également le Japon. Donc, cela permet des fluctuations commerciales. Ça veut dire que sa position géographique lui confère une position de choix privilégiée. Dans cette logique maintenant, cette position carrefour permet à l'Allemagne de bénéficier des voies de communication, n'est-ce pas, très denses. Comment? L'Allemagne a près de 230 000 km de route. De ces 230 000 km de route, l'Allemagne compte aujourd'hui 11 000 km d'autoroute. Mais c'est énorme. 11 000 km d'autoroute. Nous avons combien de kilomètres d'autoroute au Sénégal? Oui, notre développement, ce n'est pas aujourd'hui. Mais ne soyez pas pessimistes. On va se développer, Inch'Allah. On va se développer. Mais 11 000 km d'autoroute, c'est énorme. 11 000 km d'autoroute. L'Allemagne, aujourd'hui, dispose, parce que j'ai dit, de sa position géographique, l'Allemagne bénéficie de ce qu'on appelle des voies de communication denses, qui aujourd'hui sont nécessaires dans le cadre de la mondialisation. Donc, de ces 230 000 km, l'Allemagne bénéficie de 11 000 km d'autoroute, mais aussi de 40 000 km de voies ferrées. Kilomètres de voies ferrées. 40 000 km de voies ferrées. Énorme. Nous avons combien de kilomètres de voies ferrées au Sénégal? Problème. Parce que déjà, le chemin de fer ne fonctionne pas comme il se doit. Seulement, peut-être le petit train bleu, Dakar, Thiès, Dakar, Bamako, à l'intérieur du pays, presque ça n'existe plus. Même si le gouvernement en a des projets et des ambitions. 11 000 km de voies ferrées. Mais c'est énorme. L'Allemagne, c'est 13 aéroports internationaux. Est-ce que vous comprenez? Internationaux. 13 aéroports internationaux. 13. Nous avons combien d'aéroports internationaux? Non, un seul. Non, ça n'existe pas. 13. Vous voyez, il y a des pas que nous devons faire pour aller vers l'émergence. Mais regardez, ce n'est pas de la fatalité, c'est possible. Il faut y croire. On peut aller vers l'émergence et le développement, mais il faut investir dans la formation des ressources humaines. Et par conséquent, couper court-circuit aux grèves et qu'il y ait ce qu'on appelle une relation de confiance entre les travailleurs, les partenaires sociaux et l'État, de sorte qu'on va amoindrir ce qu'on appelle les grèves. Parce qu'en Allemagne, je l'ai dit tout de suite, les grèves sont rares. Les grèves sont rares parce qu'il y a ce consensus social fort et qu'il y a ce qu'on appelle un État responsable. Je ne dis pas que nous n'avons pas des États responsables, mais là-bas, il y a un État responsable où les gens sont ouverts au dialogue. Il faut le dialogue. Il faut s'ouvrir. 13 aéroports internationaux, il faut des investissements. Mais 13 aéroports internationaux, ça permet aujourd'hui à l'Allemagne d'aller vers ce qu'on appelle, d'incarner son leadership en Europe, mais également au niveau mondial. Sans oublier aujourd'hui, de par ces voies de communication, de par ce réseau communicationnel assez dense, nous avons aujourd'hui des villes allemandes comme Francfort qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui
à 4e place boursière mondiale. Ne l'oubliez pas. Hein? Francfort, 4e place boursière mondiale. Berlin, pôle. Aujourd'hui, Berlin, c'est le pôle économique de l'Europe. Même si Francfort, 4e place boursière mondiale, mais c'est également le siège, n'est-ce pas, de la Banque centrale européenne. Munich. Donc, vous voyez le rayonnement de ces villes via ce qu'on appelle les réseaux de communication. Les infrastructures sont importantes pour ce qu'on appelle tout pays qui se veut développer, s'insérer dans le cadre de la mondialisation. C'est ce que l'Allemagne a compris, c'est ce qu'ils ont fait. N'oubliez pas les infrastructures de sport. 2006, la Coupe du Monde en Allemagne. Ils ont investi beaucoup d'argent dans ce qu'on appelle le sport. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont gagné la Coupe du Monde 2 fois ces dernières années. Ah oui, il n'y a pas de secret. Il faut travailler et investir. Et par conséquent, travailler, mais pour travailler, il faut un consensus social fort et que l'État joue le rôle et arrêter ce qu'on appelle la démagogie. Donc, du point de vue de la position géographique Carrefour, l'Allemagne, n'est-ce pas, bénéficie de ses réseaux de communication, de sa position géographique et géostratégique, qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne, comme le poumon, comme le cœur de l'Europe, n'est-ce pas, impulse une dynamique, un souffle dans le développement européen et lui permet véritablement d'incarner un leadership certain. Dans cette logique, troisième élément qui fonde également la puissance économique allemande, c'est ce que nous appelons l'originalité du capitalisme allemand. De quoi s'agit-il quand on parle de l'originalité du capitalisme allemand? Nous tous, nous savons que le système capitaliste, le capitalisme est un système économique, mais basé sur quoi? Libre-échange, oui. Concurrence, recherche surtout effrénée du profit, du capital et du gain. Mais les Allemands vont créer un système capitaliste qui leur est propre, qui répond à leurs besoins, qui prend en charge leurs préoccupations sociales, culturelles. Et c'est la raison pour laquelle je parle de ce qu'on appelle l'originalité du capitalisme allemand. Cette originalité du capitalisme allemand va associer ce qu'on appelle progrès économique et social. Progrès économique et social. L'association de ces deux éléments constitue un binôme fort et permet véritablement d'avoir le binôme banque-industrie. Oui. Binôme banque-industrie. Quand je parle binôme banque-industrie, ça veut dire quoi? De par ce qu'on appelle le capitalisme allemand, le capital, l'argent, ils vont véritablement faire en sorte qu'il y ait ce tandem entre les banques et les industries. Ça veut dire, de là maintenant, les banques vont investir dans l'industrie et développer ce qu'on appelle une industrie lourde. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que certaines entreprises telles que Siemens, telles que Daimler-Benz, BASF, aujourd'hui constituent ce qu'on appelle des fleurons de l'économie allemande. Dans cette logique aussi, n'oubliez pas des voitures telles que, du point de vue automobile, Mercedes vont également constituer des éléments qui sont les fleurons de l'économie allemande. D'autres marques telles que Grimaldi constituent également d'autres éléments, d'autres marques, sans oublier dans le domaine du sport, Puma, Adidas. Donc ça veut dire que l'État, ça veut dire que le binôme entre banque et industrie vont véritablement permettre ce qu'on appelle l'éclosion d'une industrie allemande forte, dynamique, innovante et qui aille dans le sens de ce qu'on appelle la croissance économique et qui constitue aujourd'hui ce qu'on appelle des firmes multinationales qui s'appellent les Konzerns, n'est-ce pas, qui vont avoir une présence planétaire et vont jouer un rôle extrêmement important dans l'économie, mais surtout dans le PIB allemand. Dans cette logique maintenant, qui nous a permis aujourd'hui de voir le modèle économique allemand, les fondements, les caractéristiques de ce modèle économique allemand, il ne faut pas oublier que de ces éléments qui fondent aujourd'hui la puissance économique de l'Allemagne permettent aujourd'hui à l'Allemagne d'être la troisième puissance économique mondiale parce qu'elle est une puissance importatrice et exportatrice. Permet également
à l'Allemagne d'avoir une économie agricole assez puissante, permettant à l'Allemagne d'asseoir les bases de son autosuffisance alimentaire et également de pouvoir exporter. Permet aussi à l'Allemagne d'être une grande puissance industrielle au sein de l'Europe, mais aussi dans ce qu'on appelle le monde. Donc voici résumé de façon succincte des éléments aujourd'hui qui aillent dans le sens d'expliquer les fondements de ce modèle économique allemand qui arrive à être la première puissance économique de l'Europe, mais également la quatrième puissance économique du monde. Pour autant, ce modèle économique a quelques difficultés, d'où les problèmes du modèle économique allemand que nous allons voir en seconde partie s'il n'y a pas de questions. Oui. Oui, Marie. Je voudrais que vous m'expliquiez ce que signifie le capitalisme boursier. Le capitalisme boursier. Alors, dans le capitalisme boursier, il y a bourses. Ce sont les bourses de valeur. L'Allemagne, aujourd'hui, a ce qu'on appelle des bourses, telles par exemple la bourse de Francfort. Donc, c'est quoi une bourse? Et quel est le rôle d'une bourse? Une bourse est une place financière à partir desquelles est fixé les cours des matières premières. Mais également, à partir de ces bourses, ça permet ce qu'on appelle de lever ce qu'on appelle des finances, lever des capitaux, de faire des emprunts à partir de ces bourses. Mais aussi, à partir de ces bourses, on a la possibilité d'achat de devises. Ce qui fait que capital boursier, donc ça nous renvoie à ce qu'on appelle la dynamique financière de ces bourses de valeur. Maintenant, on peut parler également de bourse de valeur immobilière. Capitalisme boursier. Oui, question? S'il n'y a pas de questions, on fait le link pour aller étudier directement les problèmes du modèle économique allemand. Donc, tout n'est pas rose dans l'actif de l'Allemagne. Ça veut dire qu'il y a également, malgré que l'Allemagne arrive à être la première puissance économique de l'Europe et la quatrième puissance économique mondiale, l'Allemagne également rencontre des difficultés économiques. De ces difficultés économiques, il serait intéressant d'abord d'étudier les problèmes économiques. En deux volets, on peut étudier ce qu'on appelle les problèmes économiques. Et également les problèmes sociaux liés à la réunification. Les problèmes sociaux qui sont liés à la réunification. Par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, le peuple allemand s'est engagé dans la voie de l'émergence puis du développement, chose déjà faite. Mais malgré les performances de ce modèle économique, l'Allemagne également a quelques difficultés économiques. De ces premières difficultés économiques qui nous permettent de voir les problèmes économiques, nous avons le problème lié à la pédologie. Il y a ce qu'on appelle des sols qui sont pauvres vers le nord de l'Allemagne. Le nord de l'Allemagne. Dans cette partie, nous avons ce qu'on appelle des problèmes liés au sol. Et ces problèmes liés au sol nous renvoient directement à la pauvreté de ces terres. Maintenant, si les sols sont pauvres, il y aura problème de fertilité. Ces problèmes de fertilité vont véritablement jouer sur le rendement agricole. Et donc, il y a problème. Deuxième problème toujours, ce sont des problèmes liés à des hivers très rigoureux. Les hivers sont rigoureux en Allemagne. Et ces hivers qui sont rigoureux ne contribuent pas essentiellement, ne contribuent pas pour autant dans ce qu'on appelle la production agricole. Parce que cela, n'est-ce pas, entraîne des dégâts.
cela entraîne ce qu'on appelle des problèmes, des difficultés. Comme le lien qu'on peut faire avec le Grand Nord canadien, via ce qu'on appelle l'océan glacial arctique, qui influe sur ce qu'on appelle l'économie du Canada. Pourquoi? Parce que pendant les hivers qui sont frais et rigoureux, il y a ce qu'on appelle des déserts humains. Pourquoi? Quand je parle de déserts humains, ça veut dire que les densités de peuplement sont faibles pendant les hivers. Ça avoisine parfois même les 5 habitants au kilomètre carré. Parce que les gens ont tendance à fuir, n'est-ce pas, le Grand Nord canadien. That's the same également ici au niveau de l'Allemagne, dans la partie nord. Toujours dans les problèmes économiques de l'Allemagne, l'Allemagne souffre de la concurrence internationale aujourd'hui. Ah oui, n'oubliez pas que presque toutes les grandes économies du monde aujourd'hui ont des difficultés via la concurrence internationale. Et cette concurrence internationale et la concurrence internationale maintenant nous vient des pays asiatiques. Les dragons, les tigres, la Chine principalement, le Japon. Donc de grandes nations asiatiques qui aujourd'hui, sur le plan commercial, arrivent à damer les pions à certaines nations occidentales, qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne, l'économie allemande souffre de la concurrence internationale. Mais également, toujours dans ces problèmes, la production économique souffre à l'intérieur parce qu'il y a un problème également du point de vue de la consommation. Parce que s'il y a l'industrialisation, parfois c'est ça l'un des inconvénients. Il y a trop de production, il y a la concurrence internationale qui est là, surplus de production qui n'arrive pas à être évacué, vendu, il y a problème. Mais vente, il y a problème. Donc ça également, c'est un autre problème dans l'économie allemande. Toujours également du point de vue économique, l'Allemagne souffre de ce qu'on appelle la dépendance énergétique. Il y a la dépendance énergétique. L'énergie, aujourd'hui, dans le Conseil des Nations, dans le cadre de la mondialisation, l'énergie est une source extrêmement importante. Parce que les usines, les industries, l'administration, les ménages fonctionnent à partir de l'industrie. S'il n'y a pas ce qu'on appelle une maîtrise énergétique, il y a qu'il y ait ce qu'on appelle une dépendance énergétique. Ça joue véritablement sur ce qu'on appelle la croissance économique. Parce que les entreprises n'arrivent plus à être performantes. Parce que également l'administration n'arrive plus à asseoir les véritables leviers du développement. On a besoin, ils utilisent. Parce que également les ménages ont besoin de l'énergie. Si je parle de ce qu'on appelle des hivers qui sont rigoureux, on a besoin de se réchauffer, par exemple, dans les ménages. On a besoin de cette énergie. Donc la dépendance énergétique va augmenter également les factures, va augmenter aussi ce qu'on appelle le budget de l'État qui est obligé d'investir, de subventionner pour véritablement arriver à contenir ce problème lié à la dépendance énergétique. Le pays également souffre. Souffre de quoi? D'un autre problème lié à la réunification du pays. N'oubliez pas que l'Allemagne, pendant longtemps, a eu ce qu'on appelle des problèmes. Problèmes liés à ce qu'on appelle une division de l'Allemagne depuis la guerre froide. Et après la guerre froide maintenant, il y a un processus de réunification du pays. Ce processus de réunification du pays n'arrive pas véritablement à être une réalité. Ce qui fait que l'Est et l'Ouest, il y a ce qu'on appelle un fossé, un gap qui sépare l'Est et l'Ouest. Et que, selon les statistiques, on a l'impression que la partie Ouest est beaucoup plus développée. On a l'impression que les travailleurs qui sont dans la partie Ouest sont bien rémunérés, sont bien pris en charge que la partie Ouest, qui aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une inégalité de développement entre la partie Est et Ouest. Voici, n'est-ce pas, résumé, ces quelques problèmes que rencontre aujourd'hui le modèle économique, comme on appelle, allemand, sans oublier le vieillissement de la population. L'Allemagne, c'est une population vieillissante. Elle est vieillissante et cela également a un coût. La main-d'œuvre coûte cher. Et puisque la population elle est vieillissante, ils ont besoin de renouvellement.
Donc, ils ont besoin surtout aussi de l'immigration. Donc, voici quelques éléments que je voudrais, n'est-ce pas, partager avec vous. Et je reste à votre disposition s'il y a quelques questions ou bien à M. Diack de reprendre la parole. Merci beaucoup. Oui. Bon, monsieur, moi je voudrais que vous reveniez un peu sur ce point. L'Allemagne souffre de l'international, de la concurrence. De la concurrence internationale. La concurrence internationale, oui. J'aimerais que vous reveniez pour qu'il soit plus clair. D'accord. Alors, M. Digo, merci. En fait, quand je dis que des problèmes aujourd'hui de l'économie allemande, il y a la concurrence internationale. L'Allemagne souffre de la concurrence internationale. Parce qu'au départ, le monopole du commerce était presque entre les mains des pays occidentaux. Mais il est arrivé, depuis vers les années 90, une nouvelle vague de contestation de ce leadership incarné par certains pays occidentaux, dont l'Allemagne, dont les États-Unis, etc. Donc ces nouveaux leaders qui émergent, il s'agit surtout des pays asiatiques, tels que la Chine, tels que les dragons, les tigres, Taïwan, Hong Kong, Singapour, etc., qui aujourd'hui ont déjà amorcé ce qu'on appelle les pas de l'émergence pour aller vers ce qu'on appelle le développement. Et dans cette logique maintenant, il y a ce qu'on appelle une industrialisation outrancière de ces nouveaux leaders asiatiques qui produisent des produits donc finis, destinés à la consommation puis à l'exportation. De l'exportation maintenant, il y a choc d'ambition. Pourquoi? Parce qu'au départ, comment on appelle, il n'y avait pas véritablement de concurrence avec les pays asiatiques. Donc le monopole du commerce était entre les mains des Occidentaux, des pays occidentaux. Aujourd'hui maintenant, ils sont sévèrement concurrencés par ces nouveaux leaders asiatiques qui produisent à la même hauteur que les pays occidentaux. Bon gré, mal gré. Donc dans cette logique, l'Allemagne souffre de la concurrence internationale avec surtout les pays asiatiques. Je voudrais poser une question. La plupart des pays riches, leur secteur tertiaire est développé, c'est surchargé, on peut dire même. Il y a une activité à ce niveau-là. Mais est-ce le cas pour l'Allemagne? Bien. Alors, quand vous parlez de secteur tertiaire, vous faites allusion à aux activités. Quelle activité? Le secteur tertiaire? Oui. C'est quel secteur? De l'informatique. L'informatique? Oui. Et de la technologie. La technologie? Oui. Les services? Oui. Les banques? Les assurances? Donc les secteurs tertiaires. Et qu'en est-il de l'Allemagne? Mais l'Allemagne également, le secteur tertiaire fonctionne. Même si aujourd'hui, le secteur primaire allemand est concurrencé. Il y a des problèmes avec la PAC européenne, politique agricole européenne, commune. Il y a des difficultés sur le plan agricole. L'Allemagne également se mue vers mouvoir dans la logique aussi de développer le secteur tertiaire, les banques, les assurances, etc. N'oublie pas, je parlais des binômes banque-industrie. Donc, banque, c'est dans ce secteur aussi. Les banques, les assurances, parce que banque-assurance, banque-industrie vont de pair aussi. Donc, l'Allemagne se mue dans cette logique de développer le secteur tertiaire, parce que c'est un secteur aujourd'hui qui attire beaucoup d'investissements, mais aussi qui permet véritablement un regain d'intérêt et aussi véritablement de permettre de booster l'économie. L'Allemagne n'est pas en reste dans cette logique. L'Allemagne véritablement investit dans le secteur tertiaire, les services, les banques, les assurances. Oui? Allez, recopier, vas-y. Ok. Pour moi, la question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par les problèmes causés, les problèmes pédologiques. Pédologiques. Je n'ai pas bien compris ce que vous voudriez expliquer là-bas. Très bien. Alors, pédologie, ça nous renvoie aux problèmes liés à ce qu'on appelle les sols. Les sols, la terre. Vous savez, à partir de la terre, on développe ce qu'on appelle l'agriculture. N'est-ce pas? À partir de la terre, on développe l'agriculture et la production maintenant est utilisée pour véritablement être transformée, consommée sur place et après exportée. À partir de là maintenant de la terre, la production, on développe ce qu'on appelle l'agrobusiness. L'agrobusiness est un secteur clé
tout comme ce qu'on appelle la chimie, la mécanique, dans ce qu'on appelle la production des secteurs clés de l'économie allemande. Alors, je dis donc que l'Allemagne souffre de ce problème pédologique. Pourquoi? Parce que la partie nord de l'Allemagne, cette partie ici, nous avons ce qu'on appelle des problèmes parce que les sols sont pauvres. Si maintenant les sols sont pauvres, il ne peut pas y avoir une véritable production, rendement agricole, permettant véritablement d'asseoir les dynamiques de développement de l'agrobusiness. C'est ce que je veux dire. Également, c'est lié au relief. C'est lié également à ces hivers aussi qui sont très rigoureux. Parce que si les sols, n'est-ce pas, sont, comment on appelle, remplis de neige, etc., il y a aussi problème. Oui, Digo? Bon, monsieur, je voudrais que, puisque j'ai suivi votre cours, mais je n'ai pas entendu l'économie maritime de l'Allemagne. Et j'aimerais que vous en parlez. Comment est l'économie maritime de l'Allemagne? Bien. J'en ai parlé quand je parlais de la position géostratégique. J'ai dit que l'Allemagne s'ouvre sur deux mers. La mer du Nord que voici, la mer Baltique. Je vous ai dit également, de par la position géographique, à partir de ces mers, il y a ce qu'on appelle le développement de ports. De ports. Maintenant, si les ports se développent, s'implantent sur le long de ces côtes, cela va véritablement permettre ce qu'on appelle le développement des fluctuations commerciales. J'ai même utilisé fluctuation, l'expression fluctuation commerciale. Donc, à partir de ce qu'on appelle l'économie maritime, développement de ce qu'on appelle la pêche, développement de la production industrielle, développement également des échanges, des fluctuations entre l'Allemagne et les pays européens frontaliers, 9 pays frontaliers, parmi lesquels j'ai dit il y a l'Autriche, Danemark, Pays-Bas, la France, n'est-ce pas, etc. Donc, développement de ces relations commerciales, développement de l'activité de pêche, développement et de l'implantation de ces ports et aussi de ce qu'on appelle des industries qui va véritablement booster ce qu'on appelle cette économie via l'économie maritime. Oui? Monsieur, moi j'aimerais comprendre ce qui explique le vieillissement de la population allemande. Puisque si on a parlé de conditions humaines favorables. Très bien. Alors, le vieillissement de la population allemande peut s'expliquer par ce qu'on appelle une faible natalité. Et quand je parle de faible natalité, aujourd'hui en Allemagne, nous avons le taux de natalité avoisine les 9 pour 1000, avec une mortalité de 11 pour 1000. Ces deux chiffres, ces statistiques, prouvent aisément que la population est vieillissante. Natalité de 9 pour 1000, mortalité 11 pour 1000, ça veut dire que les gens presque ne meurent pas beaucoup, mais les gens vieillissent. Seulement, il y a un faible taux de fécondité. L'Allemagne, c'est un des pays où le taux de fécondité est assez faible, parfois même négatif. Si le taux de fécondité est faible, parfois négatif, le problème que nous avons, c'est qu'il y a un problème de renouvellement de génération. Donc, ça veut dire que l'avenir de ce pays dépend de plus en plus de l'immigration. Alors, c'est ce qui fait que la population est vieillissante. Elle est vieillissante aussi, il y a ce qu'on appelle les conditions d'hygiène et de santé. La médecine avance, la science avance, les recherches également vont bon train. Donc, faible natalité, taux de mortalité assez élevé, faible taux de fécondité, renouvellement de génération n'est pas assuré, conséquence, l'avenir de ce pays dépend de plus en plus de l'immigration, la population elle est vieillissante. C'est bon? Merci beaucoup. Merci, M. Diallo. Je pense que la réaction des élèves montre que vraiment la leçon a été très bien abordée et que les élèves ont compris justement l'essentiel. Parce que les questions même sont plus ou moins une forte forme de contribution. Nous vous remercions en tout cas. Donc peut-être vous avez un mot à dire avant qu'on termine un peu notre émission. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Mourchid TV. Merci, M. Diack. Merci l'équipe également de Mourchid TV. Si mon dernier mot, c'est de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une nation qui peut se développer sans ce qu'on appelle un investissement certain, sérieux, coordonné à partir de l'éducation et de la formation.
De l'éducation, nous avons ce qu'on appelle les valeurs, les caractères. De la formation, nous avons ce qu'on appelle les compétences. Sans valeurs et compétences, point de pays qui se veut émergent et par conséquent allant dans le sens du développement. Ce qui veut dire, j'appelle nos autorités à revoir véritablement l'éducation et de bâtir un consensus social fort avec les travailleurs, les partenaires sociaux, mais surtout avec le corps enseignant. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui négliger et être réfractaire à la connaissance et aux enseignants. Merci beaucoup. Merci, nous pensons que le message est perçu. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que donc, pour l'émission Révision 2018, nous sommes toujours avec notre partenaire CIOP, qui est un centre d'information, d'orientation et de placement qui concerne un peu les candidats à l'examen et toute personne qui désire donc suivre ses études à l'étranger. Nous vous remercions, donc le lycée de la Fosse, Maurice Delafosse. En tête, nous avons le proviseur qui nous a fait l'honneur également d'introduire une leçon de philosophie. Nous remercions en tout cas tous les collègues du lycée et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de révision. D'ici là, passez une bonne suite des programmes sur la chaîne des valeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, chers élèves. Depuis sa création en 1998, le groupe CIOP s'active dans l'orientation et le placement d'élèves et étudiants sénégalais et africains dans les plus grands instituts de formation et universités du monde. Véritable leader pionnier dans son domaine d'activité, le Centre d'information, d'orientation et de placement vous accompagne et vous offre son expertise dans toutes les procédures vous permettant de réaliser vos projets d'études à l'étranger, notamment en France, Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre, en Chine. Pour tout renseignement, appelez au 33 821 66 66 ou rendez-vous au CIOP 45 rue de Thiong, Angle Lamine Gueye, près du rond-point Sandaga. Ensemble, construisons votre avenir.